Pour introduire cette première session, il nous a fallu faire un choix. Le document unique balayant de nombreuses thématiques, le plan de continuité des activités, qui parle à chacun d'entre nous, nous a apparu comme le bon angle en matière. Je vous présente Jacques Bermond, ergonome de formation et spécialiste des questions de prévention des risques professionnels. Il est intervenant dans de nombreuses structures privées et institutions publiques, notamment à l'ANACT, et dans de nombreuses collectivités. Je lui passe immédiatement la parole. Alors, tout d'abord, je voulais remercier Jackie de m'avoir invité à cette session, à ce webinaire, et puis de venir parler du plan de continuité d'activité. Lorsqu'on a évoqué cette question ensemble avec Jackie, je lui disais, le plan de continuité, il requiert énormément de participation, de collaboration. C'est un travail en amont extrêmement important qu'il convient de réaliser. Et je lui dis, la difficulté, c'est que quelquefois en collectivité territoriale, et là je m'appuie sur mes années passées à la ville de Lyon comme directeur des relations sociales et de la santé au travail, je sais que libérer la parole, quand on a beaucoup travaillé sur les RPS, c'était un sujet, c'était pas facile. Et je lui disais, tu sais, en fait, Jackie, les collectivités locales, elles sont organisées selon un modèle hiérarchique qui finalement emprunte à deux autres modèles. Le premier modèle, c'est le modèle de l'armée, où évidemment il y a une hiérarchie extrêmement stricte et où dans l'armée, la parole est assez peu libérée. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on l'appelle la grande meute. Et puis je disais, le deuxième modèle auquel on emprunte, c'est qu'avant de devenir des communes, c'était quand même un petit peu des paroisses, et donc c'est le modèle clérical. Et sur le modèle clérical, il y a toute une ligne hiérarchique évidemment très, très intense, et puis en même temps, le seul moment où on a le droit de prendre la parole, c'est pour venir confesser ses fautes. Donc tout ça pour vous dire que la parole n'est pas facilement libérée, et qu'un des messages que je souhaiterais vous faire passer par rapport à ce PCA, c'est que vraiment la participation et la collaboration de tous est extrêmement importante et qu'il faut essayer de la tenir dans vos collectivités pour pouvoir construire ces PCA. Alors, je vais aborder sur cette intervention la question méthodologique du PCA, plus que les éléments par rapport au coronavirus que nous traiterons à l'occasion de l'atelier jeudi, en espérant que la technique fasse pas défaut cette fois-ci, de manière à pouvoir examiner des situations concrètes auxquelles vous êtes confrontés, comme la reprise des écoles, comme la réouverture des marchés par exemple, ou les demandes qui commencent à frapper à vos portes sur l'organisation de petits spectacles pour essayer de remettre de la bonne humeur pour tout le monde. Donc le PCA, c'est quelque chose qui est un outil d'anticipation. Et comme c'est un outil d'anticipation, eh bien, par définition, il se façonne, il se crée, il s'élabore lorsque on est hors période de crise. Ce n'est pas un outil qu'on fabrique pendant la crise. Par contre, pendant la crise, on doit le déployer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des PCA, mais dans bien des cas, ce n'est pas des PCA qui ont été conçus, c'est des PCA que l'on fait pour finalement un plan de reprise d'activité. Donc, je vais revenir sur des points essentiels du PCA qui se construit en plusieurs étapes. Ce qui est important, c'est tout d'abord de savoir à quel type de risque on a affaire. Des risques, il y en a multiples. Il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a des risques sociaux comme le blocage des transports, il y a des risques technologiques comme des accidents industriels qui peuvent survenir pour des centrales nucléaires par exemple. Et puis, il y a aussi des risques pour des entreprises qui peuvent être plus commerciaux comme des contrefaçons ou des risques technologiques auxquels tout le monde est confronté, tels que par exemple des attaques virales pour les systèmes informatiques auxquels évidemment il faut se confronter. Et puis, dans les risques naturels, il y a d'une certaine manière les risques liés aux pandémies. On a été concerné il y a 10 ans par le H1N1, on a été concerné par le SRAS, aujourd'hui on est concerné par le Covid. Alors, ce qui est important de bien comprendre, et je vais juste vous donner des repères de PCA, c'est qu'il faut fonctionner par scénario. Le premier des scénarios, c'est un scénario macro très, très large, puisque généralement le risque provient de l'extérieur, une inondation, un glissement de terrain, un ouragan, etc. Donc ce sont des risques qui viennent de l'extérieur, et donc il va falloir s'organiser en fonction de ce risque, ce que j'appelle un méta-risque, puisqu'il est à l'extérieur de l'entreprise par rapport aux risques intra, qui sont les risques professionnels auxquels on est confronté, ou les risques propres d'environnement que chaque organisation peut avoir. Donc, ces risques méta, eh bien, il faut essayer d'imaginer les scénarios auprès desquels ils vont être confrontés.
Donc ça, c'est véritablement important d'avoir ce type de scénario en tête, macro, et de dire, eh bien, c'est là où on a besoin de la participation de tous, puisque dès l'instant où on va avoir affaire à choisir ces risques-là, eh bien, il va falloir travailler dessus pour tenter de trouver les scénarios organisationnels qui vont être les plus à même. Voilà, en quelque sorte, l'élément du scénario macro. Le deuxième scénario, c'est ce sont les scénarios opérationnels. Donc, on a un scénario externe à prendre en ligne de compte, et puis à l'intérieur, ça va déjà façonner des modèles d'organisation, et à l'intérieur, on va essayer d'aller chercher les scénarios opérationnels. Alors, les scénarios opérationnels, ce qui est évidemment extrêmement intéressant, c'est que là, on va essayer de se confronter à quelle va être la réalité du travail qui va effectivement s'opérer dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles. Donc, ces scénarios opérationnels, eh bien, ils fonctionnent d'abord avec un certain nombre de caractéristiques. Et la première de ces caractéristiques, c'est celle de l'hypothèse. La caractéristique de l'hypothèse, comment ça se passe, comment est-ce que je peux déterminer les seuils de mon activité, comment est-il possible que sur ces seuils, je puisse rendre compte de la faisabilité de l'organisation que j'ai mis en place. Autrement dit, pouvoir arriver à imaginer une manière de travailler. Alors, comment on s'y prend pour faire ces scénarios? Sur les scénarios, les méta-scénarios, on travaille beaucoup sur la documentation. On va essayer d'aller chercher dans des ressources documentaires la manière dont on a pu affronter ces situations. Et de ce point de vue, dans les collectivités, vous avez malgré tout un réseau qui est extrêmement bien nourri, et il est assez facile de pouvoir aller interroger, par exemple, des collègues qui ont eu à subir des inondations ou des glissements de terrain, de manière à leur dire, mais face à cela, comment est-ce que vous vous êtes organisé, comment est-ce que vous avez pris, de manière à ce que bien tous les enseignements que vous pouvez en tirer seront autant d'éléments que vous pourrez rapatrier dans votre propre organisation de travail. Donc, d'un point de vue méthodologique, ce renseignement qu'on va chercher, cette histoire que l'on va documenter, ces éléments d'information que l'on va aller chercher, ça s'appelle aller chercher de la situation de référence. Donc ça, c'est un point méthodologique important, c'est quelles sont les situations de référence. Quelquefois, on les a pas trop loin de chez soi, quelquefois c'est un peu plus loin dans le pays, mais ça peut être aussi finalement à l'étranger. Et beaucoup de collectivités, vous êtes jumelés avec des villes ou des cités étrangères, bien quelquefois ils ont connu des choses, et c'est toujours intéressant d'aller regarder comment finalement face à une catastrophe, face à une crise qu'ils ont eu à affronter, ils se sont organisés. Donc, scénarios opérationnels, les décrire, mais une fois qu'on les a décrits, ce n'est pas suffisant. Il faut interroger ce scénario opérationnel. Et là, dans ce cadre-là, le maître mot à tester, c'est le mot de la disponibilité. On a la disponibilité des moyens, la disponibilité des ressources. Je ne suis pas sûr qu'on m'entend là. Allô, allô? Ah punaise, j'ai plus rien. C'est pas vrai. C'est bon, on entend bien. Oui, bon. La disponibilité des moyens, la disponibilité des ressources, qui sont véritablement les points importants, mais aussi la disponibilité des réseaux et éventuellement la disponibilité d'espace, de repli, de soutien par les administrations, etc. Donc on voit bien que quand on va écrire le scénario, quand on va commencer à le façonner, la question que l'on va interroger, ce sont les disponibilités. Prenons par exemple les disponibilités des moyens. Il est évident que si on a son système informatique, parce qu'il y a eu une inondation et que finalement les locaux qui abritaient le service informatique ont été inondés ou détruits par les alluvions, évidemment qu'on va être extrêmement embêté. Donc c'est un scénario avec la catastrophe. Comment peut-on s'organiser par rapport à ça? Est-ce qu'on a prévu des secours? Est-ce qu'on a un plan B par rapport à ces questions? C'est évidemment ce à quoi sert le PCA. De la même manière, la disponibilité des personnes. Avec la période du confinement, il y a beaucoup d'entre vous qui ont continué évidemment à travailler puisque les collectivités, il y avait des services essentiels sur lesquels vous deviez continuer à travailler, comme l'état civil par exemple, mais il n'y avait pas que cela.
la question que l'on se pose, c'est qu'avec tous les absents que nous avons eus, puisqu'il y avait à la fois les personnes qui étaient malades, à la fois les personnes qui étaient à risque, mais aussi les personnes qui étaient confinées chez elles et qui gardaient les enfants. Donc les ressources n'étaient pas là. Donc on avait une dimension sur l'absentéisme qui était dans, si j'ose dire, deux variables. La première variable du nombre de personnes. Est-ce que l'effectif était suffisant pour tenir l'activité essentielle que l'on a dit que l'on voulait tenir? Et deuxièmement, la qualité de cet effectif. Est-ce que toutes les compétences étaient bien présentes pour pouvoir finalement assurer les tâches que l'on considère comme essentielles et que l'on doit poursuivre dans la continuité de l'activité? Donc on voit bien que ces questions de volumétrie et de qualité, eh bien, il faut qu'elles soient testées et c'est pour ça qu'on fait des hypothèses. Imaginons qu'on a un service de 10 personnes, eh bien, s'il y en a 7 qui sont absentes, est-ce qu'avec 3 personnes, je peux avoir le minimum de la continuité d'activité qui pourra être assuré malgré tout ce qui se passe autour. Donc ça se teste évidemment avant. Donc on écrit le scénario et on le met au débat. On le met au débat social, on le met au débat avec son équipe d'encadrement. C'est très important de pouvoir discuter de ce scénario avec les managers parce que dans la continuité d'activité, les managers, c'est finalement la cheville ouvrière, je dirais, du mode de fonctionnement. C'est eux qui vont réguler toute cette activité inédite et qui se fait dans un mode dégradé. Donc, discuter des scénarios avec le management, tout le monde, évidemment, il va de sa proposition, de ses remarques, etc. Et ensuite, important, je vous ai dit au début, il fallait participer, collaborer, évidemment important, c'est le dialogue social. C'est comment peut-on arriver à fonctionner totalement différemment que ce que l'on a l'habitude de fonctionner sans passer par le truchement du dialogue social. Ce n'est pas possible. Donc il faut bien travailler ce dialogue social et c'est pour ça que le PCA il se fait en amont parce que là, on a le temps de discuter et d'aménager. À l'issue de ce débat, les scénarios opérationnels commencent à se dessiner, commencent à être un peu plus précis et on commence à voir les choses, comment elles peuvent se dérouler. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire une étape supplémentaire pour être sûr que ça peut marcher, que ça puisse marcher. Et Dieu sait si les aléas arrivent. Quand nous, on a fait la préparation de cette réunion, nous avons fait une simulation. Eh bien, par rapport au scénario organisationnel, il faut faire des simulations. J'ai entendu la semaine dernière, à l'occasion d'une information, le maire d'une commune, je crois que c'est la commune de Kirch, qui disait par rapport à la réouverture des écoles, il dit « moi, je veux faire un test avant ». Je veux simuler une rentrée avec les gamins, c'était les gamins de CM2, je crois. Je veux simuler comment la classe peut être organisée, comment ça peut se passer, et on va essayer de faire finalement une journée à blanc, comme ça, pour voir comment ça va fonctionner. Il y a une raison très claire par rapport à ça, c'est qu'on peut prévoir le maximum de choses sur le papier. Ce que l'on n'arrivera pas à prévoir, ce sont les émotions. Ce que l'on n'arrivera pas à prévoir, ce sont les solidarités, ce sont les imprévus, les aléas. Donc, quand on fait la simulation, eh bien, des éléments de cette réalité vont venir s'inviter dans la simulation et vont permettre de parfaire le scénario. Vous savez, en vous disant ça, je n'invente rien, la simulation, elle est extrêmement pratiquée dans l'aéronautique. Vous imaginez bien, ou dans le spatial, que quand on envoie des hommes ou des femmes dans l'atmosphère, dans le cosmos, et évidemment qu'on simule d'abord sur Terre comment ça va se passer. Donc la simulation, c'est véritablement un outil de pilotage, c'est un outil de gestion qui permet d'affiner. On n'a pas trop l'habitude de le faire dans des petites structures, mais on peut le faire, et vous voyez l'expérience de votre collègue de Kirch en études, on peut le faire, on peut simuler, finalement, pas à très grands frais, mais on apprend beaucoup de la simulation. Donc voilà les éléments un peu méthodologiques du PCA, donc l'occurrence de l'arrivée du risque avec sa documentation, le scénario méta lié autour de ce risque, les scénarios opérationnel que l'on fait fonctionner au niveau avec des hypothèses, la disponibilité que l'on a. Alors maintenant, et pour terminer sur cet exposé, juste un point par rapport au Covid. Quand on regarde comment s'est déroulée la situation, on était en phase à peu près normale en fin d'année 2019, début d'année 2020. Et puis tout d'un coup, il y a eu des éléments qui sont venus dans l'actualité très fortement. La Chine d'abord, la Chine, la Corée, puis beaucoup plus près de chez nous, l'Italie. On était là dans une phase d'alerte. Et finalement, cette phase d'alerte,
ben, on ne l'a pas utilisé. On ne l'a pas utilisé, on n'a pas compris que c'était une alerte qui pouvait également nous arriver. La phase s'est décalée et au bout d'un moment, les pouvoirs publics ont pris la décision de confiner. Alors là, c'est une rupture. On ne sait plus très bien ce qu'il faut faire, on ne sait pas très bien comment il faut le faire. Donc pendant quelques jours, là, il y a eu une semaine, finalement, même les pouvoirs publics ont hésité, on a eu ces phases d'ajustement. Puis après, on a commencé à travailler en mode dégradé pendant le confinement. Et c'est là où, si des PCA avaient été préparés très en amont, ils auraient été très utiles, parce que du coup, on a fait les choses, chacun a essayé de faire au mieux, et c'est très bien d'avoir essayé, évidemment, de faire au mieux. Mais on n'avait pas toute cette réflexion du regard analytique. Donc, on a monté des cellules de crise un peu à la va-vite, sans que les missions soient bien définies pour ces cellules de crise. Et finalement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on est dans le premier palier du déconfinement. Donc, on va reprendre. Il y a beaucoup de tests qui vont devoir être faits. Je pense à vous sur les marchés, par exemple. Comment est-ce qu'on va organiser les marchés dont on nous dit qu'ils sont réouverts dès la semaine prochaine? Comment, évidemment, on va s'organiser pour les classes, pour faire manger les enfants, les faire venir, les faire surveiller, couper une classe en deux? Ça veut dire quoi? S'il y en a 10 d'un côté, les 10 autres, on les met où, etc. Il y a plein de questions sur lesquelles il faudrait faire de la simulation et sur lesquelles, si vous voulez, jeudi, lors de l'atelier, on essaiera de réfléchir ensemble avec les 8 personnes qui nous rejoindront. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur les PCA. Et encore une fois, désolé pour l'incident technique, mais bon, l'exposé a pu être fait, c'était l'essentiel. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Yann Thomas, qui va vous présenter l'évaluation des risques. Merci.